bonjour. J'aimerais beaucoup être avec vous, malheureusement je ne peux pas, je suis à plusieurs centaines de kilomètres aujourd'hui, parce que vous vous réunissez sur un thème qui me paraît extrêmement important. Et pour une raison aussi qui me paraît essentielle dans le christianisme, pour réfléchir, pour débattre, pour discuter. Parce que pour moi, la vraie culture religieuse, c'est une culture critique, c'est une culture qui réfléchit. La vraie culture religieuse, pour moi, n'est pas l'obéissance, mais l'analyse et la tentative de compréhension des textes et de notre monde rapporté à ces textes. Alors justement, sur le thème de la famille, les évangiles sont particulièrement riches. Riches parce que choquants. En effet, me revient toujours en tête un passage de l'évangile selon saint Marc où Jésus est très dur avec sa famille, avec sa mère, avec ses frères, en leur disant vous êtes ma famille? Non. Ma famille, elle n'est pas là. Ma famille, c'est celle qui est constituée de gens qui ont les mêmes valeurs que moi et qui croient à l'avènement du même royaume. Et tout d'un coup, il y a ces pages absolument terribles où il a l'air de fermer sa porte à sa famille de sang en disant que sa famille se situe ailleurs. Et ça m'a toujours semblé être une grande force dont on peut se nourrir et dont le christianisme s'est nourri. Parce qu'effectivement, le christianisme a pensé la famille humaine au-delà de la famille de sang. Je crois qu'il n'est pas indifférent que le christianisme ait développé des orphelinats, ait développé le souci de l'éducation et de l'instruction des enfants. Car la vraie famille est une famille pas seulement de chair, mais une famille d'esprit, une famille d'adhésion à des valeurs. Et ces pages très très dures de l'Évangile selon saint Marc, je pense qu'on doit toujours et continuellement les méditer. Car je pense que même quand on n'est pas un père de sang, on peut être le père de quelqu'un. Même lorsqu'on n'est pas une mère de sang, on peut apporter l'attention maternelle, la tendresse et l'amour maternel à des enfants. Donc cette dimension au-delà du sang me paraît importante. D'autant plus que le christianisme met en avant l'amour en général et non pas l'amour en particulier. Et ça, cette espèce de bénévolence, cette espèce de bienveillance universelle, le fait de se déporter hors de soi et de son égoïsme partagé avec les siens pour aller à un amour plus fort, me paraît être le message essentiel du christianisme. Donc, je suis parfois, je lance les thèmes de vos débats, je suis parfois un peu choqué par ce que le christianisme fait de la famille, ou plutôt par ce que certains chrétiens font de la famille. C'est-à-dire finalement une espèce de clan totalement refermé, égoïste, et qui a tous les droits parce qu'il est justifié par le sang, par la génétique, etc. Non, je crois véritablement que les évangiles nous poussent à nous interroger sur la famille. Donc, je pense que l'ouverture d'un débat sur la famille, comme vous allez le faire aujourd'hui, est complètement, je dirais, dans l'esprit même du christianisme. Dans notre société très individualiste, très effrayée par la mondialisation, très effrayée par certaines des ouvertures au monde que rendent possible la technologie, le numérique, l'aviation, etc. Eh bien, dans notre société, finalement, certains ont tendance à se replier sur la famille. Je ne critique pas, seulement je leur demande de s'interroger sur ce qu'ils font. Brandir le cercle étroit contre le cercle trop large, il faut le faire avec intelligence et avec réflexion. Moi, je crois que la famille est un magnifique laboratoire d'amour. C'est-à-dire, c'est là qu'on peut apprendre à aimer. En effet, je crois que c'est d'abord dans sa famille qu'on apprend l'amour lucide, c'est-à-dire à aimer l'autre avec ses défauts. Et non pas en s'illusionnant sur ses qualités. Et puis, aimer l'autre jusqu'au bout.
Moi, j'ai vu des parents, par exemple, euh, tout d'un coup changer de façon de voir le monde parce que leurs enfants leur en proposaient une autre, parce que le modèle de bonheur qu'apportait leur enfant ou leur modèle de réussite ou leurs ambitions était complètement différent des leurs. Et tout d'un coup, c'est l'amour que ces parents portent à leurs enfants qui leur permet de finalement quitter certains préjugés ou certaines habitudes, de ne pas rester incrustés, installés dans des façons de penser, mais d'évoluer. Il faut voir qu'il y a dans la famille toutes les occasions d'apprendre à aimer. Et je crois d'ailleurs que on apprend beaucoup plus à aimer dans sa famille que dans sa vie amoureuse. Je connais beaucoup de gens qui ne savent pas aimer dans la vie amoureuse parce qu'il y a, il y a de l'égoïsme réciproque, il y a la volonté de trouver un accord, il y a un échange, il y a la recherche du plaisir, etc. Alors que c'est souvent dans la famille que quelqu'un est capable d'être un vrai frère, une vraie sœur. Par exemple, quand on aime ses parents, il n'y a pas cette dimension sexuelle, bien sûr, et bien justement, on est capable tout d'un coup d'avoir un amour totalement désintéressé, ou l'amour paternel, l'amour maternel aussi. Donc je trouve que le parangon de l'amour, on risque de le trouver à l'intérieur de l'espace familial. Mais une fois qu'on l'a trouvé, c'est pour l'exporter. Je crois que véritablement, il ne faut pas concevoir la famille comme un cercle fermé, comme un clan, mais comme le laboratoire d'apprentissage pour aller dans le monde. La famille, c'est un lieu d'amour, mais ça peut être aussi une prison, ça peut être un enfermement, et ça peut être aussi de l'amour maladroit. Euh, je crois véritablement que on apprend dans le cadre de sa famille, quand on veut bien apprendre, à affiner son amour, à le rendre lucide, à le rendre utile à l'autre. Parce que l'amour, ça n'existe pas en soi. L'amour, c'est destiné à l'autre. On n'aime pas pour soi. On aime l'autre pour lui-même. Donc je crois véritablement que tout existe dans la cellule familiale. Du mauvais amour et du bon amour. De l'amour égoïste et de l'amour altruiste. De l'amour lucide et de l'amour illusion. Véritablement, c'est souvent, faute d'apprendre, la famille éclate. Parfois, les parents et les enfants se séparent faute de, faute de vouloir affiner leur amour, de vouloir rendre lucide leur amour. Donc, c'est un lieu extrêmement ambigu, la famille. Et puis, je crois que le but d'une famille, c'est d'en sortir. On a inventé la famille pour que l'enfant puisse un jour en partir. Euh, on ne fait pas des enfants pour soi, on fait des enfants pour eux-mêmes et pour le monde. Donc, la famille est un lieu dangereux parce que, je vous dis, soit c'est un tremplin, soit c'est une prison. Et c'est à nous de rendre la famille heureuse et intelligente. On a ça en notre pouvoir, je crois. La question qui vous réunit et qui nous réunit et qui nous travaille tous, c'est quelle famille pour demain? Eh bien, ce qui me paraît important, d'abord, c'est de se poser la question, mais ensuite de se la poser au pluriel. Quelle famille au pluriel? Parce que je crois que c'est une illusion et une erreur et peut-être même un fléau de penser la famille au singulier. L'histoire des hommes nous a montré qu'il y a toutes sortes de familles, pas de modèle unique, pas de modèle parangon, et que une bonne famille, c'est une famille à laquelle on survit. Une bonne famille, c'est une famille dont on découvre finalement qu'elle nous a transmis beaucoup de choses qui nous permettent d'être un adulte. Une bonne famille ne se saisit pas sur le moment forcément tout de suite comme une bonne famille. Une bonne famille, c'est des graines qui poussent. Et il y a différents modèles familiaux. Et je pense que ce qui fait la belle famille et la grande famille, c'est la qualité de l'amour, c'est-à-dire son intelligence, sa lucidité et son altruisme.